tests antigéniques, dont le bilan au 17 décembre. Je n'ai pas d'informations plus récentes, donc il y a 3 jours. Il y a 4 millions de tests qui ont été facturés par les pharmaciens à l'assurance maladie pour les mettre à la disposition de tous les professionnels de santé. 4 millions. Et il y a à peu près 1 million de tests qui ont été utilisés par les pharmaciens et à peu près 200 000 qui ont été utilisés par les autres professionnels de santé. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement des autres professionnels de santé. Les stocks sont là pour les infirmiers, pour les médecins et maintenant pour les chirurgiens dentistes, pour les sages-femmes et les masseurs kinésithérapeutes. Donc 1 million de tests, il y a 8500 pharmaciens à ce jour qui ont déjà commencé à faire des tests antigéniques et on sait que ça monte régulièrement, donc ce chiffre est encore en train de progresser. Et franchement, bravo, quoi. Bravo parce que vous vous êtes mobilisés dans des délais très rapides, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, dans des conditions de formation qui n'étaient pas évidentes parce qu'il a fallu monter ces formations de façon très rapide. Et moi, je remercie l'URPS Île-de-France, l'URPS Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Corse, qui se sont mobilisés pour les pharmaciens, pour leur mettre à disposition à la fois des nez artificiels, ce qui permettait de s'entraîner, et organiser de façon très efficace et très rapide dans tous les départements de ces régions, des formations permettant aux pharmaciens et à leurs équipes de se former. Donc ça a montré aussi la réactivité de la profession, sa capacité à relever des défis pour un geste qui n'était pas évident. Hein. Qui aurait pu imaginer cet été qu'on allait faire des prélèvements nasopharyngés? Personne. Eh bien, on l'a fait et on voit bien que ce geste n'est pas un geste très compliqué. Et d'ailleurs, samedi, j'étais au centre et je faisais des prélèvements et je posais la question aux personnes qui avaient déjà eu des prélèvements nasopharyngés. Plusieurs fois, ils nous ont dit, ah ben vous, vous êtes beaucoup plus doux. Voilà, donc on n'a pas à rougir, je dirais, on fait le boulot et ce qu'il faut, c'est bien le faire. C'est un geste important parce que c'est de la qualité de ce geste que l'on aura la qualité du résultat. Donc il ne faut pas hésiter à aller au fond, prélever, c'est pas toujours très agréable, mais à la sortie, les patients voilà, sont très satisfaits de cette organisation et d'avoir un résultat dans le quart d'heure. Donc bravo pour cette mobilisation. Vous avez fait des stocks, j'espère vont continuer puisqu'on est encore le 21 demain. Ça va très vite. Hein. Nous, le rythme, c'est multiplié par 3. Le nombre de tests dès la fin de la semaine. Donc ça va être au moins multiplié par 3 les 4 jours qui précèdent Noël. Donc vous allez avoir beaucoup de monde. Donc faites des stocks, d'autant plus qu'on a un fournisseur qui voit ses tests mis en quarantaine. Donc voilà, n'hésitez pas à commander en urgence, à vous approvisionner. Je sais que les grossistes en ont, puisque voilà, ils en ont référencé. J'espère qu'ils ne vont pas être en rupture. Puis voilà, il y a d'autres moyens de s'approvisionner. Je crois que voilà, solliciter les grossistes en premier. On a mis à votre disposition une affiche sur le site du SPO qui dit clairement que, bien évidemment, on va tout faire pour prendre en charge tous les patients qui veulent se faire dépister, et que prioritairement, on prendra bien évidemment les patients qui sont symptomatiques. Là, ils doivent savoir s'ils ont le Covid ou pas la Covid. Et puis, bien sûr, les patients en contact, puisqu'ils peuvent être dépistés maintenant en antigénique. Les patients en contact, c'est important, comme ceux qui sont symptomatiques, pour casser immédiatement les chaînes de contamination, puisque potentiellement, ils ont été exposés à un risque Covid. Et donc, s'ils sont contaminants, il faut immédiatement les isoler et leur donner les bons renseignements, avec, bien sûr, en partageant l'information avec les médecins traitants, et ça c'est important, hein, pour envoyer pour l'instant par messagerie sécurisée le résultat du test, qui soit d'ailleurs positif ou négatif, mais s'il est positif, c'est absolument indispensable pour que le médecin puisse prendre en charge le patient
et lui aussi renforcer des messages que vous avez déjà fait passer au moment où vous faites le test. Utilisez les documents officiels. Vous avez sur le site du ministère un document recto verso. Vous avez si votre test est négatif, si votre test est positif. Utilisez ce document, il est très très bien fait, il est officiel. Donc en plus de votre message de conseil que vous portez, quel que soit le résultat, vous donnez systématiquement ce document pour que les patients l'aient en référence et puissent l'utiliser quand ils sont rentrés chez eux. Vous pouvez, si le patient est positif, lui donner d'emblée 30 masques que vous facturerez à l'assurance maladie. Et puis, bien évidemment, au-delà du test, vous avez aussi l'obligation d'enregistrer sur SIDEP. Alors, le fameux SIDEP, c'est toujours pareil. Quand un outil a mal démarré, ben, il a une mauvaise image. C'est terrible, mais c'est comme ça. SIDEP, ça marche, et si ça ne marche pas, vous nous contactez de suite, et nous, on cherchera à savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors, on a encore travaillé, on a fait une réunion, l'USPO avec SIDEP, avec tous les informaticiens, pour leur demander d'améliorer l'ergonomie du système et leur demander des astuces. Alors, premièrement, quand vous ouvrez SIDEP, alors SIDEP, vous pouvez aller directement sur SIDEP, ou vous pouvez aller à travers Amélie Pro. Et à travers Amélie Pro, vous avez un onglet qui s'appelle SIDEP, qui est juste à côté de Contact Tracing. Donc, vous pouvez rentrer, et quand vous rentrez, vous avez accès à cette page, et vous allez pouvoir vous connecter ou avec votre ICPS ou avec la CPS de votre ordinateur si vous utilisez l'ordinateur ou dans le lecteur, il y a votre carte CPS. Une astuce, vous voyez, en haut, il y a marqué portail SIDEP. Vous cliquez dessus et vous le glissez dans les favoris. Parce que si vous faites favoris au moment où vous travaillez, malheureusement, il y a toute une série de lettres et de chiffres qui se mettent derrière le slash, et chaque fois vous vous retrouvez, quand vous appuyez sur ce favori, avec une erreur 404, fichier introuvable. Si vous le faites, si vous avez dit ça dans les favoris, vous allez vous retrouver immédiatement sur SIDEP. L'autre astuce, c'est beaucoup de pharmaciens nous ont dit, mais moi, je n'arrive pas à trouver la liste de tout ce que j'ai fait. Donc, vous l'avez au-dessus de la barre bleue, c'est pas très malin, on leur a dit, oui, c'est très clair, alors que nous, on est attirés par le bleu, hein, puisque vous avez surligné un bleu. Mais au-dessus, il y a marqué retrouver, finaliser un dossier. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver sur la page suivante, et au centre, vous avez aujourd'hui, demain, jour suivant, et ensuite, vous avez 3 petits points qui correspondent à une liste déroulante. Et là, vous avez différentes options et vous n'avez pas de limite. Si vous cliquez sur pas de limite et qu'après vous faites entrer, vous avez tout ce que vous avez fait depuis le début avec votre carte CPS. Si votre adjoint en a fait, vous ne le retrouverez pas là, puisqu'il faudra le retrouver avec la carte ICPS de votre adjoint. Et donc là, complètement à droite, vous avez un onglet qui s'appelle État. Vous pouvez cliquer dessus pour classer en ordre la situation des dossiers. Quand il y a marqué création et enregistré, ça veut dire que vous avez fait le travail jusqu'au bout et que vous avez enregistré le résultat, positif ou négatif. Il y en a un qui reste avec une information partielle, ce n'est pas création enregistrée, il y a peut-être marqué création, mais il n'y a pas enregistré dessous. Ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé au bout de votre, vous n'avez pas enregistré le résultat, donc vous devez le rattraper. Ça peut arriver au moment d'une interruption d'Internet, au moment où vous avez été dérangé et vous ne savez plus si vous l'avez fait ou pas fait, donc vous pouvez le retrouver comme ça. Et le seul moyen de le retrouver, c'est de penser que ces 3 petits points, c'est une liste déroulante. On leur a dit, vous savez, là, on joue à cache-cache avec votre site, donc vous pourriez le mettre, bien évidemment, plus en évidence. On voit bien que ça a été fait pour les biologistes qui enregistraient les dossiers avant d'avoir les résultats, puisque les avaient 24 heures et 48 heures, voire 72 heures après. Donc, ils préenregistraient.
Quand ils avaient le résultat, ils allaient sur SIDEP pour pouvoir mettre si c'était positif ou négatif. Donc nous, on dit on le fait de suite. Voilà. Donc il faut que vous arrangiez les choses et ce qui va être fait. Mais vous n'hésitez pas à nous remonter des propositions, des choses qui ne vont pas bien. Et nous, on est en contact direct avec eux. Et franchement, ils sont à notre écoute pour améliorer le système. Donc sur les tests sur SIDEP, ce qui va se passer en termes d'évolution, que nous aurons la possibilité. Alors, il y a un nouvel onglet qui apparaît, qui est la saisie du numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez sauter cette étape. Et je vous invite aussi à favoriser Tab, vous passez je dirais, d'une information à une autre, ça va beaucoup plus vite. Sur SIDEP, ce qui va se passer également, c'est qu'on va pouvoir rentrer le numéro RPPS du médecin. Et au début, ça va être que les positifs qui vont être envoyés directement au médecin. Et en janvier, donc ça va être maintenant là, bon, bien sûr, c'est pas exactement la date, ça va être fait. Et en janvier, ce sera aussi pour les patients négatifs. Alors, on leur a demandé à ce qu'on puisse rechercher sur la base SIDEP le RPPS du médecin, parce qu'on l'a pas toujours sur place. Et donc, l'autre astuce, c'est d'ouvrir l'annuaire des professionnels de santé sur notre onglet. On va chercher en tapant le nom du médecin. S'il y a plusieurs noms voilà, qui apparaissent, il y a la zone géographique. Et après, quand vous cliquez dessus, vous avez toute l'information sur le médecin, dont le RPPS. Copier, coller. Voilà. Ça permet d'aller assez vite. Bien sûr, c'est une information supplémentaire, et ça évitera aux médecins de dire que les pharmaciens ne font pas leur boulot parce qu'ils ne voient pas le résultat. Là, après, ce sera à eux, on leur a donné l'information, ce sera à eux de faire le boulot, d'appeler le patient et de voir avec lui comment le gérer. On verra si voilà, ça se passe de façon aussi rapide que ce que nous on le fait avec les tests antigéniques. L'autre amélioration de SIDEP, c'est que immédiatement le patient, puisqu'on aura enregistré son numéro de téléphone portable, c'est le cas de la plupart des patients, il recevra une information dès qu'on aura enregistré SIDEP qui confirme le résultat. Et également un QR code qui va leur permettre de s'enregistrer sur tous. Vous savez, la traçabilité, il y a plus de 10 millions de Français qui sont enregistrés là-dessus, et ça va être certainement utilisé pour rentrer dans des salles de spectacle, rentrer plus tard dans des espaces où il y a du monde, pour savoir qui a été en contact avec qui et pour pouvoir chercher des patients en contact et pour continuer à casser les chaînes de contamination. Donc ça va être opérationnel aussi courant décembre ou tout début janvier. En tout cas, ils sont dessus à fond, mais là, ils sont en train d'absorber l'arrivée des kinés, des dentistes et des sages-femmes. Là, ça fait trois professions de plus qui arrivent. Donc SIDEP, absolument indispensable, bien évidemment, hein, et petit à petit, le truc dérogatoire avec la CNAM va s'arrêter une fois que les dentistes, etc., eux aussi auront adopté SIDEP sans aucune. Sur l'autre point, qui est la qualité des tests antigéniques. Bon, vous rappelez que l'USPO, ça fait au moins 2 webinars, ça fait un mois qu'on vous dit de faire attention. Et de privilégier voilà, des tests fiables, des tests qui sont connus sur la place publique et qui sont plutôt français. Bon, on a un problème aujourd'hui avec Vivadiag, ça ne fait pas de la bonne publicité. L'ANSM est en train de regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un défaut lié à certains lots? Ou est-ce que c'est un défaut d'utilisation lié à la vague de froid qu'il y a eu début décembre, puisque tout ça est arrivé plutôt dans cette période de début décembre, où le fait qu'il fasse froid entraîne une réduction de la migration
Et donc, ça laisse une petite trace qui est très légère au niveau du positif et des fois même décalée par rapport à la ligne de test. Donc, quand il y a un doute, ben, il faut refaire le test. Ou quand il y a un doute, il faut utiliser un autre système. Voilà, ça peut arriver de dire, ben, le test, je ne peux pas l'interpréter. Donc, il vaut mieux ne pas correctement l'interpréter plutôt que de le surinterpréter. Donc, ça a créé des faux positifs. La NSM a suspendu tous les lots. Elle va voir également d'autres distributeurs. Vous savez que la règle, ben, il va y avoir un nettoyage de la liste. On y était très favorable, hein, avec chaque fabricant devra avoir fait des tests selon la même modalité, en plus du marquage CE. Ces tests, ces résultats d'évaluation du test vont être analysés par la NSM. Ceux qui ne l'auront pas fait avant le 4 janvier seront éliminés de la liste. Donc méfiez-vous. On sait qu'il y a des tests qui sont fiables aujourd'hui. Donc ne faites pas des stocks de tests que vous pourriez ne pas utiliser ou ne pas donner à d'autres professionnels de santé après le 4 janvier parce qu'ils vous resteront sur les bras. Et donc après, avec Vivadiag, on va voir, en fonction du résultat de la NSM, comment le laboratoire rembourse les pharmaciens qui se sont retrouvés en difficulté avec des tests qu'ils ont encore en stock. Ça, on verra en fonction de la cause de ces résultats faux positifs. Vous vous rappelez, comme vous avez dit également, de vérifier auprès du fabricant les conditions d'utilisation des tests. Si le fabricant vous dit ils ne peuvent être utilisés qu'au-delà de 15 degrés, si vous êtes dans un barnum, ce test-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut chauffer le barnum. Voilà. Donc soyez bien attentifs. On sait que des infirmiers sur Vivadiag se sont fait piéger avec des tests faussement positifs et quelques pharmaciens. À peu près tout, si il y a les 300 € d'indemnité, vous savez qu'on avait demandé PO, hein, qui a demandé ça, pour les pharmaciens qui s'engageaient. C'était, je dirais, une incitation d'amorçage pour que les pharmaciens s'engagent. Bon, on sait qu'on ne s'est pas engagé pour 300 €, on s'est engagé parce qu'on avait des conditions. Mais 300 €, ça fait toujours plus. Donc, il y avait deux conditions. La première condition, c'était que les pharmaciens fassent des tests et qu'ils en fassent un certain nombre. Et la seconde condition, c'était qu'ils en dispensent aux professionnels de santé. Ils ne parlent pas pour eux. Les infirmiers n'arrêtaient pas de dire qu'il faut les garder pour nous, qu'on voulait les empêcher de faire des tests. On s'est aperçu qu'il y avait à peu près 14 000 pharmaciens qui avaient dispensé des tests aux autres professionnels de santé et 8 500 qui ont réalisé des tests. Donc, ce qui a été demandé, et c'est Pierre d'ailleurs qui a attiré l'attention, Pierre-Olivier Vario qui a attiré l'attention là-dessus au directeur, c'est de dire, bon, il y a peut-être des pharmaciens qui font des tests et qui ont un environnement médical qui ne souhaitent pas faire des tests. Donc, ils n'en achètent pas. Donc, on ne va pas pénaliser ce pharmacien qui fait des tests. Il n'en a pas délivré à des personnes qui n'en voulaient pas. Donc, on essaie de ramener sur un seul critère les 8 500 pharmaciens qui ont fait des tests. Et ensuite, il y a un débat aujourd'hui avec le directeur pour savoir à partir de combien de tests on considère que le pharmacien s'est investi. Bon, le directeur voulait, je crois qu'il était à 25 ou 30 tests fin novembre et 30 tests réalisés en plus fin décembre. Nous, on lui a dit qu'il y avait des pharmaciens qui avaient démarré plutôt fin novembre, parfois certains début décembre, donc il ne fallait pas les pénaliser, engagés. Et on a proposé qu'à partir de 25 tests réalisés au 31 décembre, et uniquement au 31 décembre, même incluant novembre et décembre, on considère que le pharmacien s'était engagé dans le dépistage avec des tests antigéniques. On n'a pas d'arbitrage parce qu'on avait deux réunions avec le directeur, mais qui ont été annulées par le directeur. Le calendrier est débordé. On négocie parfois avec les médecins, avec les infirmiers sur la vaccination Covid. Et pour nous, voilà, on commence à grincer des dents parce qu'on trouve que annuler deux réunions alors qu'on a des arbitrages sur notamment ça et Pierre vous en parlera sur les masques, c'est embêtant parce qu'on est quand même le 20 décembre. Et que les arbitrages soient calés. Je ne rappelle pas les critères d'éligibilité.
vous rappelez, c'est tous les patients qui ont des symptômes depuis 4 jours ou moins, tous les patients contacts, les personnes qui partent en voyage, et vous avez vu que la Corse fait maintenant comme les DOM, c'est-à-dire qu'elle préserve la situation sanitaire de son île pour que les personnes rentrent, ne rentrent pas avec la Covid et donc demandent un dépistage sur moins de 3 jours et donc les pharmaciens corses sont en train de s'organiser aussi pour ceux qui n'ont pas de test pour pouvoir dépister en Corse. Et pareil pour les DOM, et les tests antigéniques sont reconnus comme étant fiables pour ces personnes. Bien sûr, de façon non prioritaire, les asymptomatiques veulent aussi se faire dépister. Alors juste un petit point, bien évidemment, pour le dépistage avant les fêtes, puisqu'on sait que c'est ça qui va faire augmenter le nombre de dépistages la semaine prochaine. Voilà, je vais rencontrer des grands-parents, je vais rencontrer des personnes fragiles. Voilà, je veux être sûr de ne pas être porteur du virus avant de les rencontrer. Si on dit ça, c'est bien. Je veux être sûr de ne pas être porteur du virus, de ne pas les rencontrer, c'est bien. Donc, de ne pas être positif. Mais c'est pas parce qu'on est négatif que dans un quart d'heure, on ne sera pas positif. Et donc, ça veut dire que si on rencontre des personnes fragiles, eh bien, on garde toute la distance, on n'est pas nombreux à table, on a des pièces aérées, on porte des masques, on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas, on fait attention au usage des plats, aux couverts partagés pour se servir, etc. On fait attention qu'un drame familial ne vienne pas remplacer une rencontre familiale. Voilà, donc, il faut faire attention et rappeler ça. Mais je trouve, moi je le vois, hein, les personnes que l'on dépiste, bon, les positifs, l'affaire est entendue, hein, je veux dire, c'est un coup de massue sur la tête, et que les gens se sentent très responsables en disant qui c'est que j'ai rencontré, qui c'est que j'ai pu infecter. Voilà, ils ne sont pas en train de se planquer en disant je le dis à personne pour continuer à pouvoir rencontrer d'autres personnes. Non, non, les personnes ont bien compris que c'était grave et que c'était important. Pour les patients qui sont négatifs, je peux vous dire que le message passe. Mais bon, il faut, comme tous les messages de santé publique et de prévention, plus ils sont répétés, plus ils sont écoutés et entendus. Donc voilà, il faut vraiment insister là-dessus au moment où vous rendez le résultat et au moment où on vous questionne pour savoir ce qu'il faut faire pour les négatifs, voilà, ne pas donner ce sentiment. Alors nous, on est dans des régions, bien sûr, avec des initiatives que vous avez pu voir hein, au niveau des conseils régionaux. Ça booste de partout, ça booste dans des villes. Voilà, certains font des espèces de comparatifs avec des résultats PCR et antigéniques sur Rhône-Alpes. Voilà, c'est le même taux de positivité entre les deux types de tests. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, voilà, on sait que le dépistage est un outil qui va nous permettre d'avoir une arme supplémentaire au moment d'un déconfinement. Et au moment où un virus circule de façon trop importante dans une région, ça peut être efficace de faire ces dépistages massifs pour aller chercher les positifs et ne pas pénaliser tout le monde. Si on va chercher des positifs et des contacts, eh bien, on est efficace pour casser les chaînes de contamination. Donc voilà, c'est un outil, savoir bien s'en servir, pas aller au-delà de ce que peut faire cet outil en termes de message, mais on voit bien que les tests antigéniques, grâce aux pharmaciens les pharmaciens, hein, 80% des tests sont réalisés par les pharmaciens, eh bien, on a une arme supplémentaire que l'on n'avait pas au mois de septembre, quand tout le monde faisait la queue dans les laboratoires de biologie, avec des résultats à 7 jours. Je trouve que les biologistes aujourd'hui, qui contestent les tests antigéniques, sont vraiment, tiennent des propos inappropriés, voire désagréables pour leurs confrères pharmaciens. Et je pense qu'il ferait mieux de regarder ce qu'ils ont fait, eux, au mois de septembre, au mois d'octobre, où ils faisaient des tests qui ne servaient à rien, puis au-delà de 7 jours, ils ont fait faire la queue aux personnes pendant des heures et des heures chez les transports parisiens. C'est ça pas très malin, et je trouve que leurs propos sont vraiment complètement déplacés aujourd'hui. Alors oui, ils ont perdu du chiffre d'affaires, mais ils vont en retrouver peut-être par ailleurs. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas aujourd'hui dénigrer des tests qui sont reconnus par la Haute Autorité de Santé, reconnus et vérifiés par la NSM et utilisés dans d'autres pays. Euh, le contact tracing. Vous savez que quand vous allez sur le site Amélie Pro, il y a en dessous le CIDEP
contact tracing. Donc, contact tracing, c'est important. Si les pharmaciens veulent le faire, ils peuvent le faire. Et franchement, c'est rendre service parce que ça permet immédiatement de déclencher auprès des patients contacts la possibilité d'être alertés et de pouvoir immédiatement être dépistés et maintenant de pouvoir être dépistés en test antigénique. On a maintenant cette possibilité. Donc, quand vous rentrez sur le contact tracing, vous tapez le numéro de sécu du patient et immédiatement s'affiche toutes ses coordonnées, y compris son adresse. Des fois, c'est un petit peu plus long, s'ils sont à la MSA, etc., il faut taper le nom, et après, hop, tout apparaît. Vous rentrez le numéro de téléphone et l'adresse mail, et à partir de là, vous avez créé un patient zéro. Ça ne prend pas très longtemps. Et ensuite, quand vous avez eu un patient positif, vous lui avez demandé avec qui il vit dans son foyer. Il vit seul, donc vous ne déclarez que le patient zéro. Soit il vous dit oui, j'ai ma femme et les enfants. Donc vous tapez le numéro de sécu de l'épouse et vous allez pouvoir la déclarer comme le patient contact. Et immédiatement les enfants qui sont dans le même foyer, pareil, avec les prénoms qui apparaissent, et vous cliquez dessus et vous mettez patient contact. Donc ils vont être alertés par l'assurance maladie pour qu'ils aillent faire un dépistage. Alors vous vous rappelez, quand c'est sur le même foyer, on dépiste à J+1 et on redépiste à J+7. Quand c'est un patient contact qui est en dehors du foyer, là on dépiste à J+7 parce que ce n'est pas un contact direct et on estime que dépister à J+7 pendant cette période d'incertitude, il faut que le patient soit isolé et prudent. Donc voilà, c'est pas très confortable, mais c'est efficace pour arriver à empêcher ce virus de continuer de se propager. Donc vous n'avez qu'à déclarer le patient zéro et les patients contacts, éventuellement les patients contacts en dehors du foyer, c'est possible. Et ensuite, c'est l'assurance maladie qui les appelle pour leur donner les consignes et avoir le bon comportement. Vous avez donné 30 masques au patient zéro puisqu'il était devant vous et que vous avez récupéré les informations. Vous n'arrivez pas à les récupérer parce qu'il n'a pas le numéro de sécu, etc. Vous l'appelez juste par la suite, il vous donne le numéro, vous allez pouvoir faire le boulot de contact tracing très efficace et vous savez que c'est rémunéré 30 € pour le pharmacien. Ça soulage l'assurance maladie parce que du coup, il se concentre uniquement sur le passage de l'information. Et on voit bien que c'est en train de remonter, malheureusement. Que, voilà, on paye un petit peu le comportement de début décembre. Voilà, déconfinement, courses, passage de population et tout le monde est inquiet et on voit ce qui se passe dans les autres pays. Ils reconfinent pour les fêtes de Noël et pour les fêtes du Nouvel An. Et que voilà, c'est bien que des pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont en train de partir complètement en vrille, les Pays-Bas qui ont été soi-disant bien sortis, le Danemark aussi, tout ça est en train de. On voit bien que l'affaire n'est pas malheureusement terminée et que le mois de janvier risque d'être un petit peu tendu après le passage de population qu'on aura eu à Noël et au jour de l'an. Donc les tests, c'est loin d'être fini. Surligné. Oui, il y avait beaucoup de questions sur les tests qui ont été retirés, enfin en tout cas mis en quarantaine. Alors pourquoi ils ont été mis en quarantaine et pas retirés directement? Et qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'il faut les retourner au grossiste et est-ce qu'on va être dédommagé? Alors, pourquoi ils ont été mis en quarantaine? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas encore la cause de ces faux positifs. C'est un problème de l'eau, ce qui est une première hypothèse. La seconde, qui est une hypothèse de mauvaise utilisation liée à des conditions de température trop froides, ou est-ce que c'est un problème vraiment de fabrication et de non-conformité de ces tests? Et là, à ce moment-là, bien évidemment, ils sont retirés. Donc, tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête de la NSM, c'est mis en quarantaine. Et dès qu'on aura des informations précises pour dire, ben voilà, définitivement, Vivadiag, on peut réutiliser telle eau, mais voilà les conditions d'utilisation, ou on ne peut pas les utiliser parce qu'il vaut mieux les fiables,
Et à ce moment-là, on verra ce qui se passe avec le fabricant et avec les fournisseurs. Tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête, on ne peut rien conclure aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de vendre des tests antigéniques aux médecins? Aux médecins, par exemple, les médecins spécialistes qui ne sont pas les médecins libéraux qui ont le droit d'avoir les tests antigéniques pris en charge par l'assurance maladie. Alors, c'est au médecin. Donc, un médecin, alors c'est médecin généraliste ou médecin Ben, le Je ministère me nous rappelle plus. avait dit médecins généralistes libéraux. D'accord. Bon, mais si c'est médecins généralistes libéraux, on ne peut pas, en tout cas, leur délivrer et les faire prendre en charge par l'assurance maladie. Par contre, rien ne vous empêche de facturer une boîte à un médecin. Je sais qu'on a eu des demandes sur des médecins retraités qui voulaient eux-mêmes dépister leur famille. Il achète les tests, hein, et il les paye. Voilà, s'il veut les faire pour sa famille, pour ses proches, hein, vous pouvez les lui vendre. Il est interdit de les lui vendre au tarif classique, mais pas pris en charge par l'assurance. Alors, j'ai été contactée par un foyer logement pour tester le personnel soignant tous les lundis. L'ARS me dit que c'est le foyer logement qui doit faire une déclaration et non la pharmacie. Est-ce bien cela? Oui, parce que là, on est sur un dépistage collectif. Donc, dépistage collectif, il faut qu'il y ait une autorisation de l'ARS, d'autant plus si vous le faites sur le lieu là où il y a le personnel. Donc, si vous sortez et que vous allez faire un dépistage collectif, il faut avoir un feu vert de l'ARS. Vous devez le déclarer. Et la prise en charge, pas complètement arbitrée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour les entreprises qui veulent dépister leur personnel, c'est les entreprises qui payent. Quand c'est une EHPAD ou un foyer logement avec du personnel, bien, il faut voir avec l'assurance maladie locale, la CPM, comment on fait pour la prise en charge. C'est pas évident parce que, en fait, pour les EHPAD, c'est l'ARS qui fournit des tests, mais ils ont des difficultés aujourd'hui d'approvisionnement des tests pour les EHPAD, notamment pour le personnel. Pour les patients, c'est du PCR, c'est du labo. Pour le personnel, certaines EHPAD préfèrent dépister un test antigénique fourni par les ARS parce qu'ils ont un résultat de suite et ça permet d'isoler le personnel immédiatement s'il était dépisté pour positif. En fait, eux préfèrent les tests antigéniques fournis par l'ARS. Mais parfois, l'ARS n'arrive plus à en avoir, donc ils peuvent solliciter des pharmaciens. Donc, il faut se mettre d'accord avec l'ARS, pourquoi l'EHPAD n'a pas eu de test, et si vous êtes autorisé à faire du dépistage. J'ai des questions sur la facturation. Quand les gens font des dépistages de masse, entre guillemets, est-ce qu'il y a une solution plus rapide que de faire une facturation enfin, facturation par facturation? Parce que sinon, ils trouvent que c'est très chronophage. J'ai eu 2 questions là-dessus. En gros, faire une facturation globale, quoi. J'ai fait 100 tests dans la journée, je facture 100 tests. Ah non, 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 parce que euh, les- d'abord on teste en prenant un individu, c'est cet individu qui a été testé, qui a un résultat, donc c'est pas du dépistage de masse. Et en plus, quand on fait des tests, l'objectif c'est de suivre la population, mais la population avec l'information de l'individu qui a été dépisté. Derrière, c'est tout ça qui déclenche le contact tracing, le tous anti-Covid avec le QR code. Non, évidemment, ce n'est pas. Par contre, si vous dépistez un établissement, par exemple une entreprise, voilà, il y a 50 salariés, ils vous appellent pour faire un dépistage. Là, vous allez bien sûr facturer à l'entreprise votre rémunération, voilà, et vous faites tarif multiplié par 50. Hein. Là, donc, il n'y a pas de paiement par l'assurance maladie. Par contre, vous enregistrez sur SIDEP les résultats. Faire du dépistage et ne pas enregistrer sur SIDEP, ça n'a pas de sens. Donc, il faut faire du boulot pour l'enregistrement SIDEP et après faire la facture globale là, à l'entreprise. Est-ce qu'on peut faire le contact tracing si on n'a pas réalisé de test? Et est-ce qu'on peut faire le contact tracing si c'est le médecin qui a fait le test? Bon. Je ne vois pas pourquoi. Alors déjà, le contact tracing, c'est optionnel. Hein, mais moi, je vous encourage à le faire.
Après, si c'est un autre professionnel qui a fait le boulot, de toute manière, dans les 5 heures, si vous n'avez pas fait le boulot, c'est l'assurance maladie qui a pris le relais. Parce elle a reçu le résultat positif. Et s'il n'y a pas eu déclaration du patient zéro par le professionnel, c'est elle qui prend le relais. Donc, elle enregistre immédiatement le contact tracing. Donc, n'allez pas vous embêter à faire ça si un autre professionnel ne l'a pas fait. Il va jusqu'au bout de l'opération. S'il ne veut pas y aller, c'est pas vous qui allez faire la corde de rappel. Ne vous embêtez pas avec ça. D'autant plus que vous n'avez pas vu le patient, parce que contact tracing, c'est-à-dire que le patient va vous dire il est patient contact. Donc, comment on fait pour déclarer un patient zéro si on n'a pas en face et qu'on ne déclare pas tous les patients contacts qui vivent dans le foyer, etc. J'ai encore des questions aussi sur la collaboration interprofessionnelle, notamment, est-ce que j'ai le droit de demander à des personnes de la Croix-Rouge de venir m'aider à faire des tests? Et comment faire pour renforcer enfin, comment faire pour nous aider quand il n'y a pas d'IDE qui veulent nous aider? À qui on peut demander de nous aider en fait? Bon, alors, d'abord, l'histoire des IDE qui peuvent travailler en pharmacie. Il n'y a plus que le Conseil de l'ordre des infirmiers qui fait un petit peu de résistance, mais il a dit qu'il serait facilitateur. Donc, j'espère qu'il va s'arrêter, parce qu'on voit bien quand on est dans une période où il y a beaucoup de dépistages, il vaut mieux les faire en équipe, ce qui permet d'aller plus vite. Un qui fait remplir les papiers, un qui dépiste, qui fait le prélèvement, l'autre qui met sur la tablette et l'autre qui rend les résultats. Si on travaille en équipe, ça va beaucoup plus vite. On en fait plus tout à l'heure, hein. On est tout seul. Donc, il y a des pharmaciens qui continuent à travailler avec les infirmiers dans leur pharmacie. Je pense que d'ailleurs, quand on sera sur la vaccination Covid, il y aura aussi de l'interprofessionnalité à organiser. Donc ça, il faut continuer. Et si vous avez des incidents avec le Conseil de l'ordre des infirmiers, vous remontez les informations. Nous, ça va directement au ministre, hein. Quand les deux syndicats d'infirmiers sont d'accord maintenant, le Conseil de l'ordre des pharmaciens sont d'accord, les deux syndicats de pharmaciens sont maintenant d'accord pour travailler en collaboration et que les infirmiers puissent travailler pour cet acte-là avec les pharmaciens. Et si le site, c'est la pharmacie, ça ne pose plus de problème à personne. Donc voilà, continuons à travailler de façon intelligente pour gagner cette bataille contre la Covid. Après, vous pouvez vous faire aider. Qui c'est qui peut vous aider? Alors, il peut y avoir des bénévoles, voilà, Croix-Rouge, etc. Pourquoi pas? Mais la Croix-Rouge, bon, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire aujourd'hui que éventuellement de vous aider. Par contre, vous avez les étudiants en pharmacie, étudiants en médecine, étudiants en école d'infirmière, peuvent venir vous aider s'ils ont appris le geste. Ils peuvent renforcer l'équipe. Et on sait très bien que pendant cette période de fête, hein, ils sont disponibles. Ils ont envie de monter au front, au contact direct des patients. Eh bien, ils peuvent renforcer les équipes. Donc voilà, vous pouvez les solliciter.